Un policier raciste a appelé les Twin Jungle Kids devant toute la salle d'audience. Ce qu'ils ont fait ensuite a choqué tout le monde. La porte du tribunal grogna en s'ouvrant, la lumière du soleil inondant les deux garçons pieds nus qui entrèrent silencieusement. Des têtes se tournèrent. Des costumes s'agitèrent sur des chaises cirées. Quelqu'un toussa, maladroit et sec. Ravi et Kavi se tenaient côte à côte dans l'embrasure de la porte, leurs petites silhouettes englouties par la majesté obscure du palais de justice du comté de Holcroft. Leurs chemises délavées collaient à leur peau à cause du passage et leurs pieds nus pressaient le carrelage de marbre froid, laissant de légères empreintes à chaque pas. Ils ne dirent rien, se contentant d'avancer lentement, d'un pas assuré, vers le banc en bois où les témoins devaient s'asseoir. Derrière eux, leur oncle Talot les suivait, la mâchoire serrée, les mains calleuses après des années de travail dans la jungle de Pinmarsh, l'endroit qu'ils étaient venus défendre. Un ricanement bas et moqueur trancha le silence. Que font ces gamins de la jungle ici? Quelqu'un a perdu ses singes? La voix provenait de l'agent Dale Huxley, debout près de la table de l'accusation dans son uniforme raide et froissé. La salle se transforma en un murmure de rires étouffés. Même le juge Rennick, un homme corpulent aux cheveux argentés et au visage ridé, ne dissimula pas son sourire en se renversant dans son fauteuil. Kavi s'arrêta à mi-chemin. Ses doigts se replièrent dans ses paumes, mais il ne leva pas les yeux. Le regard de Ravi se posa sur le sol ciré et sa bouche se pinça. Oncle Talot posa une main ferme sur l'épaule de chaque garçon. « Continuez à marcher », murmura-t-il dans un souffle sans amertume. Les garçons avancèrent. Ils atteignirent le banc de bois derrière la table de la défense et s'assirent sans parler. La salle d'audience bourdonna de nouveau de murmures, de jugements discrets enveloppés de costumes et de cravates. Pour la plupart des personnes présentes, il n'était que deux étranges garçons venus de la jungle, pieds nus, peau brune, accent prononcé, présence étrange. Mais personne ne vit la tempête se former derrière le regard perçant de Kavi, ni la façon dont les mains de Ravi restaient immobiles, délibérément, comme s'il élaborait déjà un plan. « L'audience est ouverte », annonça le juge Rennick en frappant son marteau sans conviction. La salle se calma, mais la tension ne se dissipa jamais. L'affaire était officiellement classée comme un litige foncier entre la région tribale de Pine Marsh et Northmark Timber Holdings, une entreprise forestière privée qui revendiquait le droit de défricher des milliers d'hectares au cœur de son territoire ancestral. Mais pour Ravi et Kavi, c'était tout autre chose. C'était le combat pour leur foyer, les arbres qu'ils grimpaient depuis leur naissance, les rivières où ils nageaient, les sentiers que leur père avait autrefois cartographiés avec précision et soin. Cet homme, aujourd'hui disparu, les avait préparés à ce moment d'une manière que personne dans la salle d'audience ne pouvait comprendre. L'avocat principal de l'entreprise, Bradford Turnstone, était un homme grand et étroit, aux mouvements gracieux et au sourire glacial. Il ne tarda pas à lancer son discours d'ouverture, décrivant la tribu comme des gardiens primitifs de terres sous-exploitées et présentant l'entreprise forestière comme une source de sauvetage économique régional. Le juge Rennick hocha la tête d'un air approbateur tout au long de l'audience, buvant de temps à autre quelques gorgées d'eau, jetant parfois un regard amusé aux jumeaux, tel un homme observant des animaux au zoo. « Votre honneur, dit Elias Mérin, l'avocat de la tribu, un homme mince et nerveux de la ville, récemment affecté à l'affaire, nous aimerions appeler nos témoins clés, Ravi et Kavi. »« Je crains que cela doive attendre, » interrompit le juge Rennick. « Nous avons un retard procédural à régler d'abord. Les garçons pourront parler plus tard. » Plus tard ne semblait jamais arriver. Chaque suspension était suivie d'une autre affaire urgente, d'une autre motion, d'une autre déclaration de l'entreprise forestière qui, d'une manière ou d'une autre, prenait la priorité. Les heures passèrent. Les garçons restèrent assis en silence, observant. Ravi gardait un carnet plié sur ses genoux, griffonnant parfois quelque chose à voix basse. Kavi observait la carte sur l'écran de projection.
celle qui montrait les terres litigieuses en blocs de couleur vague. Quelque chose clochait. Les coordonnées ne correspondaient pas à ce que lui et son frère savaient, ce qu'ils avaient parcouru, mesuré et mémorisé. À un moment donné, Merrin se pencha et murmura « Tu auras ton tour. Tiens bon. » La voix de Kavi était basse, presque monocorde. « Ils ne veulent pas nous entendre. » Merrin cligna des yeux, ne sachant que dire. Il redressa sa cravate. En milieu d'après-midi, les jumeaux n'avaient toujours pas été appelés. Dehors, le soleil commençait à décliner à l'horizon. À l'intérieur, des néons clignotaient au-dessus de vieux ventilateurs de plafond. L'air se fit plus lourd, et le silence des garçons plus provocateur. « Je suis désolé, Talo, » soupira Merrin. « On va peut-être devoir reporter notre témoignage à demain. » Oncle Talo hocha lentement la tête, mais la douleur se lisait dans ses yeux. « Je pensais qu'on était là pour parler, pas pour s'asseoir comme des décorations. » Cette nuit-là, de retour au motel en périphérie de la ville, les garçons restèrent éveillés, bien après que leur oncle se fût assoupi dans le fauteuil. L'unique bureau de la pièce était encombré de crayons, de feuilles blanches et de mélanges montagnards à moitié mangés. Une petite lampe éclairait la main de Ravi tandis qu'il dessinait une autre copie du plan du tribunal, sauf que cette fois, il incluait des sentiers et des frontières qu'aucun document d'entreprise ne mentionnait jamais. « Ils mentent, » chuchota Kavi, debout près de la fenêtre. « Les repères GPS sont décalés. Regarde ici. » Il s'approcha de Ravi et désigna un point en bordure de la concession de l'entreprise. C'est le coude de la rivière avec la crête de pierre jaune. Mais ils l'ont placé à 3 kilomètres au sud-est. Ils pensent que nous ne savons pas lire les cartes, dit Kavi sans lever les yeux. Ils nous prennent pour des enfants qui errent entre les arbres toute la journée. Ils ne savent pas ce qu'on nous a appris. La voix de leur père semblait résonner dans le silence. La terre se souvient. Il suffit de savoir la lire. Ravi sortit le relevé froissé qu'il avait copié en cachette 2 nuits plus tôt. « On s'en occupe, » dit-il. « Demain, on n'attend pas qu'on nous appelle. On leur montre ce qu'on est venu chercher. » Kavi hocha lentement la tête, puis fouilla dans son sac à dos et en sortit un petit enregistreur audio en plastique. « Et s'ils ripostent ?» Ravi y jeta un coup d'œil. « Alors on pousse plus fort. » Le lendemain matin, le palais de justice était plus froid, plus gris. La pluie menaçait d'en haut, et l'ambiance était maussade à l'intérieur. Alors que les garçons entraient, l'agent Huxley lança un nouveau regard moqueur. « De retour, hein? Vous n'avez pas appris votre place hier ?» marmonna-t-il en s'appuyant nonchalamment contre un mur. Ravi ne répondit pas. Kavi non plus. Ils prirent place, mais cette fois, ils ne se contentèrent pas de regarder. Ils étaient prêts. Merrin se leva pour parler. « Votre honneur, les témoins ont préparé un rapport. »« Rejeté » dit Rennick sans hésiter. « Nous allons d'abord reprendre avec le témoignage de M. Thornstone. » La voix de Kavi résonna claire et soudaine. « Vous avez déjà entendu son témoignage? Il est incomplet. » Des halètements se répandirent comme des vagues dans la salle. Le juge Rennick plissa les yeux. « Tu parleras quand on te le demandera, mon garçon. » Ravi se leva à côté de son frère. « Nous ne sommes pas que des garçons. Nous sommes des témoins, et nous avons quelque chose que tu as manqué. » Avant que quiconque puisse réagir, Kavi tendit à Merrin les diagrammes sur lesquels ils avaient retravaillé la veille. Cartes détaillées du terrain, variations d'altitude, zones d'érosion, localisation des sources d'eau. C'était plus précis que tout ce que la salle d'audience avait vu. Le juge les observa, puis se tourna vers Thornstone, dont l'expression se durcit. « Ce sont des dessins d'enfants, » railla Thornstone. « Des crayons et des bêtises. »« Non, » dit fermement Ravi. « C'est nous qui les avons dessinés, avec des connaissances transmises et des faits que tu as essayé d'enfouir. » Il y eut un silence, puis un petit rire de Huxley. Il s'avança, visiblement agacé. « Tu crois que quelqu'un va croire les enfants de la jungle plutôt que de vrais documents ?» Il se pencha vers Kavi. « Tu aurais dû rester à ta place. » Kavi ne s'illa pas. « Ma place, c'est avec la vérité. » La tension monta comme un fil électrique.
La salle fut stupéfaite par la voix du garçon, son air de défi. Oncle Talot, assis derrière eux, se redressa. Et tandis que le tribunal s'arrêtait dans un silence gêné, personne ne pouvait voir ce qui allait suivre, ni l'enregistreur dans la poche de Cavie, ni la carte cachée à la vue de tous, ni le plan qui se déroulait silencieusement dans le cœur de deux garçons venus non seulement témoigner, mais révéler la vérité de toute leur force. Ce soir-là, dans la chambre du motel, tandis que Talot frottait ses yeux fatigués et que Merrin examinait des papiers d'une main tremblante, Cavie se tourna vers Ravi et murmura les mots qui les guideraient jusqu'au lendemain. « Non, nous ne leur... » La salle d'audience résonna de murmures à la reprise de l'audience le lendemain matin. Les jumeaux étaient assis à la table de la défense, les épaules droites, le regard fixe. Devant eux se trouvait le rapport qu'ils avaient passé la nuit à peaufiner. Carte à code couleur, données pédologiques, schéma d'érosion, redirection des cours d'eau, le tout dessiné à la main, le tout authentique. Mais avant même que leur avocat, Elias Merrin, puisse se lever pour soumettre le document, une voix aiguë s'éleva dans la salle d'audience. « Ce n'est pas un concours de coloriage », aboya Bradford Turnstone, l'avocat principal de la société forestière. Il tenait l'un des graphiques entre deux doigts, comme s'il s'agissait d'un objet collant et offensant. « Nous sommes dans un tribunal officiel, pas dans une garderie. » Du fond, l'agent Dale Huxley laissa échapper un éclat de rire et donna une tape dans le dos d'un collègue. « Ce sont les enfants de la jungle qui ont dessiné ça avec leurs crayons, » railla-t-il, sa voix résonnant contre le haut plafond de la salle d'audience. La salle s'emplit de rires étouffés du côté de l'accusation. Le juge Rennick se pencha en avant, les sourcils levés d'une inquiétude feinte, tandis qu'il jetait un coup d'œil au document. « Ce n'est pas le lieu pour des concours de coloriage pour enfants, » dit-il avec un léger sourire narquois, frappant son marteau une fois sans forcer. « Rejeté comme irrecevable jusqu'à vérification complète. » Cavie se leva calmement, s'avançant juste assez pour être vu par les juges. Sa voix était claire mais respectueuse. « Sauf votre respect, votre honneur, si vous pouviez vraiment regarder. Ces cartes correspondent aux itinéraires d'expansion non autorisés de l'entreprise, jusqu'au dernier repère de latitude. » Ravi se leva à côté de lui et déplia une deuxième carte. « Et nous pouvons le prouver. Nous avons mémorisé les documents privés que M. Turnstone a laissés lors de la dernière réunion du conseil. » Les rires cessèrent. Le visage de Turnstone se colora. Il se tourna lentement vers les garçons, les yeux plissés. « C'est absurde. » Il n'était ri même pas dans cette pièce. « Il l'était, » lança une voix depuis la galerie. « Je m'en souviens. » Ils étaient assis tranquillement au dernier rang. Plusieurs têtes se tournèrent. Le greffier hocha lentement la tête, feuilletant les registres de présence. Leurs noms figuraient sur la feuille des visiteurs. Ils étaient autorisés à être présents comme témoins. Le juge Rennick se renversa dans son fauteuil, son regard passant de Tournepierre aux jumeaux. L'expression amusée de son visage avait disparu. Il fit un geste vers l'avant. « Laissez-moi voir ce qu'ils ont apporté. » Merrin entra rapidement, tendant la réplique manuscrite de la carte confidentielle d'exploitation forestière à l'huissier, qu'il a remis au juge. La salle d'audience retint son souffle. Rennick ajusta ses lunettes et parcourut le document. Son regard s'attarda, puis se plissa. La réplique était d'une précision stupéfiante. Les limites du terrain, les bornes d'élévation, et même les plans de réacheminement des eaux de la compagnie, le tout noté d'un trait de crayon précis. Si c'était une supposition, elle était parfaite. Si c'est exact, marmonna Rennick en tapotant la carte du doigt, ça change tout. L'instant craqua comme du bois sec. L'agent Huxley se leva brusquement, la fureur au visage. « Petit menteur !» cria-t-il en se dirigeant droit vers la table des témoins. « Vous vous croyez plus intelligent que nous ? Vous pensez pouvoir entrer ici et embarrasser... » Sa main frappa violemment Cavie à l'épaule. Le garçon trébucha mais ne tomba pas. Un halètement parcourut la salle d'audience comme une rafale de vent. L'huissier fit un demi-pas en avant, hésitant. Les appareils photo crépitèrent,
tandis que les journalistes se précipitaient pour immortaliser l'instant. Ravi s'avança, le regard étincelant. « Vous venez de mettre la main sur un témoin fédéral, » dit-il sèchement, sa voix tranchant la tension. « C'est une agression. » D'autres murmurent. Plus fort cette fois. Le juge Rennick se leva de son siège, marteau levé, mais Cavie fouillait déjà dans la poche de sa chemise. La salle sembla retenir son souffle. « Il a déjà dit des choses bien pires en privé, » dit Cavie, d'un ton ferme et froid. « Voulez-vous entendre comment l'agent Huxley appelle nos hommes quand personne ne l'écoute ?» Pendant un instant, Dorian fixa le juge sans ciller, non pas avec colère, avec clarté. Il comprenait enfin à quoi il avait vraiment affaire. Puis vint le changement. Au fond de la salle d'audience, une femme en tailleur gris se leva lentement. Son expression était indéchiffrable, froide, posée, incisive. Elle observait silencieusement depuis le début une présence jusqu'alors inaperçue. Son regard ne broncha pas lorsque Kinlan parla. Au contraire, il s'aiguisa. Elle s'appelait Geneva Bell. Et elle n'était pas une simple spectatrice. Elle était directrice adjointe du département de la surveillance des droits civiques, une unité fédérale créée pour enquêter sur les préjugés raciaux dans le système judiciaire et intervenir si nécessaire. Elle avait déjà visité des dizaines de salles d'audience à travers le pays, vu des hommes comme Kinlan, entendu des mensonges comme ceux de Denton. Mais elle ne s'attendait pas à retrouver son propre frère au milieu d'une de ses affaires. Elle n'avait pas parlé à Dorian depuis plus de 5 ans, plus depuis la dispute après les funérailles de leur père. Elle avait emprunté la voie rapide pour Washington, D.C., gravissant échelle après échelle, tandis que Dorian était resté sur place pour s'occuper de Jaylen. Ils s'étaient fait quitter froidement, tous deux trop têtus pour faire le premier pas. Mais une semaine auparavant, elle avait reçu un renseignement anonyme, un concierge arrêté dans des circonstances suspectes, accusé de crimes sans preuve, et une histoire de clé USB. Elle avait examiné le dossier, elle avait vu le nom, et tout s'était arrêté. Elle se tenait maintenant devant le tribunal, avait ajusté son badge et s'était adressée au tribunal. « Votre honneur, je place ce procès sous observation fédérale avec effet immédiat. » Sa voix était restée ferme. Elle ne s'était pas élevée. Mais elle avait résonné dans la salle d'audience comme une cloche perçant le brouillard. La réaction fut immédiate. Kinlan cligna des yeux, stupéfait. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de faire entendre son ton habituel. Le procureur pivota brusquement. Reeds et Denton se raidirent tous deux sur leur siège. La certitude dans leurs expressions s'effaça, remplacée par quelque chose de plus ferme, de plus froid, l'inquiétude. Le badge de Geneva était indéniable, son autorité incontestable, et elle n'était pas venue seule. 2 observateurs fédéraux entrèrent discrètement par l'arrière, bloc-notes à la main, prenant déjà des notes. Malik regarda Geneva comme si elle sortait d'une tempête. Dorian se retourna lentement, reconnaissant son visage malgré les années qui les séparaient. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Mais pour la première fois depuis le début du procès, ses épaules se détendirent. Geneva n'était pas censée être là. Elle n'avait pas prévu de venir. Mais la justice avait le don de ramener les gens à la raison, surtout lorsqu'elle était enchaînée. Elle avait vu trop d'histoires comme celle de Dorian, trop de tribunaux où la vérité était passée sous silence. Et maintenant, ce silence était rompu. La salle d'audience n'était plus froide. Elle bougeait, tremblait, commençait à changer, parce que le juge Kinlan avait commis une erreur fatale. Il pensait pouvoir enchaîner un homme qui avait déjà appris à se taire. Mais il ignorait qui était réellement Dorian Bell. Et pire encore, il ignorait qui il venait d'offenser. Tout a basculé du jour au lendemain. Ce qui avait commencé comme un procès discret et passé sous silence, impliquant un concierge d'école, est soudain devenu le centre de toutes les conversations nationales. Tout a commencé par une simple photo. Dorian Bell, enchaîné et silencieux, assis à côté de son avocat, tandis qu'un badge fédéral scintillait sur la veste de sa sœur en arrière-plan. En quelques heures, cette image a inondé les chaînes d'information, les réseaux sociaux et les gros titres nationaux, partout au pays,
des groupes de défense des droits civiques ont pris acte de l'affaire. Les sections locales se sont mobilisées. Des lettres ont afflué au palais de justice de Crestmoor exigeant la transparence, tandis que la mairie s'efforçait d'expliquer comment un homme sans casier judiciaire pouvait être arrêté sur la base d'accusations aussi suspectes. Au matin, l'affaire est passée d'une procédure municipale à huis clos à un rôle public. La salle d'audience ne résonnait plus de vide. La salle était maintenant bondée. Les journalistes se bousculaient pour occuper les derniers rangs, leurs appareils photos crépitant à chaque fois que Dorian était amené. Derrière eux étaient assis des observateurs juridiques, des responsables communautaires, des parents d'élèves du collège Franklin et d'anciens élèves qui se souvenaient de Dorian comme de l'homme discret qui leur donnait des crayons et leur rappelait de croire en eux. Personne ne détournait le regard. Le silence qui avait autrefois enveloppé l'affaire comme une couverture avait été brisé. Les avocats des droits civiques commencèrent à déposer des requêtes aux côtés de Geneva Bell, qui avait pris un congé temporaire de son poste fédéral pour assister la défense. Elle traversa la salle d'audience telle une tempête, enveloppée de calme, la voix toujours ferme, les mots tranchants et posés. Elle exigea une analyse médico-légale complète de la clé USB, celle-là même que Dorian avait soigneusement cachée dans un livre de bibliothèque évidé la veille de son arrestation. Malik la récupéra, les mains tremblantes, en la tendant au technicien fédéral désormais en poste au tribunal. Le juge Kinlan, contraint de rester sur le banc pendant l'examen, résista d'abord. Il mit en doute la chaîne de possession. Il tenta de faire valoir l'irrecevabilité de la clé USB, mais la pression avait changé. L'attention nationale était désormais rivée sur chacun de ses gestes. Une coalition d'organismes de surveillance avait examiné les décisions antérieures de Kinlan. Ces objections s'amenuisaient d'heure en heure. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a confirmé que les fichiers n'avaient pas été falsifiés et a constaté la correspondance avec les eurodatages du système de surveillance de l'école, Kinlan n'a eu d'autre choix que d'accepter les preuves. Ce que la clé USB a révélé a tout démêlé. Le 3e jour du procès rouvert, une analyste judiciaire a témoigné. Elle en a décrit le contenu avec clarté et méthode. La clé USB contenait plus de 23 heures d'enregistrement audio et vidéo collectés sur une période de 3 mois. Des caméras cachées, probablement installées par Denton lui-même, avaient tout filmé. Réunions à huis clos, modifications secrètes de fichiers et stratégies élaborées avec une précision écœurante. Le proviseur adjoint de l'école et le lieutenant Reeds dirigeaient un programme discret et non officiel, conçu pour identifier et cibler les jeunes élèves noirs jugés à haut risque. Dans une vidéo, Denton montrait une liste de noms. Nombre d'entre eux appartenaient à des élèves que Dorian avait vus grandir dans les couloirs de l'école, des garçons au sac à dos trop grand pour leurs épaules, la voix encore éraillée par la jeunesse. Les suspensions n'étaient pas aléatoires, elles étaient attribuées. Les petits écarts de conduite étaient aggravés. Les avertissements étaient ignorés. Les infractions scolaires étaient documentées et transmises aux agents qui travaillaient main dans la main avec Denton. L'objectif, comme le souligne un enregistrement audio accablant, était de préparer ces élèves au système judiciaire avant même qu'ils n'entrent au lycée. Puis vint la vidéo qui réduisit au silence toute la salle d'audience. On y voyait le lieutenant Reeds assis dans son bureau, parcourant le dossier scolaire d'un élève sur son ordinateur. Le garçon s'appelait Khalil. Son dossier permanent indiquait une suspension et aucune infraction pénale. Reeds appuya sur un bouton et supprima une note du conseiller qui félicitait les progrès de l'élève. Puis, il regarda directement la caméra, visiblement inconscient de l'enregistrement, et ricana. Il faut les garder là où ils doivent être, enchaînés. Les mots firent l'effet d'une gifle. Dorian ne bougea pas. Il ne scia même pas, mais sa poitrine était serrée, comme s'il avait retenu quelque chose de lourd en lui et que cela refusait de se calmer. Autour de lui, les gens s'agitèrent. Même les journalistes cessèrent de taper. Le visage du juge Kinlan, habituellement sévère et indéchiffrable, était maintenant pâle et tiré. Ce jour-là,
Kinlan demanda la suspension d'audience plus tôt que prévu. Il frappa une fois du marteau et se leva rapidement, sa robe flottant derrière lui, tandis qu'il quittait la salle d'audience sans croiser le regard de quiconque. Mais il n'avait pas terminé. Pas encore. Devant le palais de justice, la situation s'assombrit. Cette nuit-là, Malik Edgewater reçut un message menaçant sur son téléphone professionnel. Une voix anonyme l'avertissant d'arrêter de creuser sous peine de conséquences pires que la radiation. Les pneus de sa voiture étaient crevés. Le lendemain matin, sa mère reçut un appel affirmant que Malik avait été impliqué dans une affaire criminelle. Rien n'en sortit, mais le message était clair. Genève, elle aussi, fut visée. Elle se réveilla et trouva sa voiture cambriolée de fond en comble. L'inscription « Traître » gravée côté passager. Son adresse personnelle, autrefois confidentielle, circula soudain en ligne. Des menaces inondèrent sa boîte mail. Quelqu'un avait laissé une photo d'elle avec Dorian collée sur la porte de son bureau à Washington, entourée d'un marqueur rouge. Pourtant, elle ne broncha pas. Au contraire, elle accéléra les choses. Elle renforce sa sécurité, déposa des rapports et revint au tribunal le lendemain avec une nouvelle information qui allait à nouveau faire basculer l'affaire. Ce matin-là, la tension régnait dans la salle d'audience. Reeds et Denton chuchotaient entre eux, l'air plus anxieux. Il brandit un minuscule magnétophone et appuya sur lecture. La salle fut soudain emplie de la voix de Huxley, forte et claire dans le haut-parleur. Ces rats des arbres ne feraient pas la différence entre un livre de droit et une feuille de bananier. Si j'avais eu mon mot à dire, il disparaîtrait dans la boue et ne reviendrait jamais. Vous savez comme il serait facile de perdre 2 enfants de la jungle, pieds nus dans les bois? Les mots résonnèrent, plus aigus à chaque seconde. Le marteau claqua violemment. « Éteignez ça !» aboya le juge Rennick, mais personne ne bougea. Les journalistes étaient déjà debout. Les micros étaient levés, les téléphones enregistrés. Les médias avaient ce qu'ils étaient venus chercher, et même plus. Huxley recula d'un pas, le visage pâle et la mâchoire serrée. Tournepierre, figé, observait son affaire se dénouer en temps réel. Mérine regarda les jumeaux, puis le juge, muet de stupeur. Oncle Talot se leva de son siège dans la galerie. Son expression n'exprimait aucune victoire, juste le poids d'un homme qui avait attendu trop longtemps pour être entendu. La voix du juge Rennick vacilla. « Ce tribunal va suspendre brièvement... » Mais personne ne l'entendit à cause du brouhaha de la salle d'audience. Les portes du tribunal s'ouvrirent, tandis que les journalistes se précipitèrent pour relayer l'information. Un titre unique s'était déjà formé dans leur esprit. Cavie baissa lentement l'enregistreur, le regard fixé sur Huxley. « Nous avons enregistré cela pour notre sécurité. Vous nous avez donné une raison. » L'officier ne dit rien. Il détourna le visage des caméras, la mâchoire serrée, les poings crispés mais retenus. Ravi se pencha vers le micro à leur table. « Nous ne sommes venus pour humilier personne. Nous sommes venus pour dire la vérité. Si cette vérité vous embarrasse, alors peut-être qu'elle devrait l'être. » Le marteau claqua de nouveau, mais cela semblait désormais dénué de sens. Le juge s'adressa enfin à l'huissier. « Faites sortir l'agent Huxley de la salle d'audience. Cette affaire sera examinée pour outrage et faute. » 2 gardes s'approchèrent. Huxley ne résista pas, mais son regard lança des éclairs au garçon. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il dans un souffle. « Ça ne fait que commencer, » répondit Cavie. Alors que la salle d'audience se vidait lentement, Elias Meren s'assit lourdement à côté des jumeaux, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne savais pas que vous aviez cet enregistrement. »« Vous n'avez jamais demandé, » dit Ravi. « Aviez-vous planifié cela ?» demanda Mérine, plus curieux qu'accusateur. « Nous avions prévu de dire la vérité, » dit Cavie. Tout le reste leur appartenait. Dans le couloir devant la salle d'audience, l'agitation montait déjà. Les journalistes se rassemblaient près de leur fourgon. Les présentateurs s'entraînaient à prononcer leurs premières phrases. Et quelque part derrière eux,
Turnstone passa un appel précipité sur son téléphone, marchant vite, la voix basse et pressante. De retour à l'intérieur, les jumeaux étaient assis en silence dans la salle d'audience presque vide, leurs mains étaient immobiles, leurs expressions calmes. Mais une tempête avait éclaté, une tempête qu'aucun juge ni avocat ne pouvait désormais contenir. Ils savaient que ce n'était qu'une étape. Il y avait plus à révéler, plus encore caché. Mais pour aujourd'hui, ils avaient parlé. Et tandis que le juge Rennick baissait à nouveau les yeux sur la carte, essayant de dissimuler son malaise grandissant derrière ses lunettes, Cavi le regarda calmement. Puis il appuya sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur et dit « Il a dit des choses bien pires en privé. Voulez-vous entendre comment l'agent Huxley appelle nos hommes quand personne n'écoute ?» L'agent Huxley fut traîné hors de la salle d'audience, menotté, toujours rouge de rage et grognant à voix basse, tandis que des flashs éclataient autour de lui. L'air dans la salle était lourd d'incrédulité. Le marteau du juge avait frappé contre le bois à 3 reprises, dans une tentative désespérée de rétablir l'ordre. Mais personne n'écoutait. Les gens ne le regardaient plus. Ils observaient les jumeaux. Ils observaient les garçons qui avaient résisté lorsqu'un homme en uniforme avait tenté de les faire taire. Ils observaient la fureur sourde sur le visage du juge Rennick, qui ne se cachait plus derrière les politesses du tribunal. Même après que la salle d'audience se fut vidée, les murmures continuèrent. Les couloirs résonnèrent de murmures d'inconduite, de représailles et d'un système ébranlé de l'intérieur. Mais cette nuit-là, de retour dans la suite de détention où ils avaient été transférés pour leur protection, l'estomac de Ravi resta troublé. L'endroit était trop propre, trop calme. Les fenêtres ne s'ouvraient-y pas. La nourriture était apportée sur des plateaux recouverts de plastique laissés à la porte. Et aucune clé n'avait été donnée à Talot. Juste une sonnette et un adjoint